Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean Leonetti, qui est député des Alpes-Maritimes et vice-président du Parti radical. Bonjour. Jean Leonetti, bonsoir, merci d'être là. Merci vous venez de l'Assemblée, où vous avez entendu le discours de politique générale de François Fillon. Je vais vous en repasser un extrait si vous voulez bien. Il n'y aura plus de dépenses publiques supplémentaires pour relancer la croissance. Mon premier engagement, c'est qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et ma seconde conviction, c'est que le statu quo est impossible. Alors, comment opérer le tournant social dont parle votre ami Jean-Louis Borloo sans augmenter les dépenses et sans augmenter les impôts? Je crois que dans l'axe que nous a donné le président de la République, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. L'augmentation d'impôts, pour tout gouvernement, c'est la solution de facilité. Il me manque de l'argent, j'augmente les impôts, je mets une prestation nouvelle, j'augmente les impôts. Nous avons la conviction que nous pouvons faire des économies et que ces économies, la diminution du nombre de fonctionnaires, la réorganisation de l'État, les moyens nouveaux mis en place par les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent faire en sorte qu'on réduise nos dépenses. Et ainsi, on peut dégager des marges de manœuvre en réduisant les dépenses de l'État et des collectivités territoriales et faire en sorte qu'à ce moment-là, on ait un projet ambitieux. Un projet ambitieux qui se finance sur l'impôt, c'est un projet qui aggrave le déficit et qui donc fait peser sur les générations futures un poids insupportable de la dette. Pas d'augmentation d'impôts, donc pas de création de la TVA sociale dont vous, les centristes, vous parlez beaucoup et souvent? Alors la TVA sociale qui a eu le malheur d'être mal présentée, au mauvais endroit, par Jean-Louis Borloo, mal défendue, surtout en période où on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est qu'une TVA sociale? En réalité, on taxe une consommation, mais on ne taxe pas cette consommation, puisque le produit, si on diminue les charges sur l'entreprise, eh bien, ça fait en sorte que le produit a le même coût à la sortie, mais qu'en réalité, le produit qui vient de l'extérieur et de pays étrangers a une taxe, et on a allégé la taxe qui existe sur les entreprises. Donc, on taxe moins le travail, et on taxe plus les pays qui exportent à l'intérieur de la France. Donc vous en restez partisan. Donc Jean-François Copé appelle cette TVA la TVA anti-délocalisation parce qu'elle favorise le travail à l'intérieur du pays et elle n'augmente pas le coût de la consommation des Français. Donc c'est plutôt une bonne idée. C'est pas une nouvelle taxe puisqu'on diminue la charge sur les entreprises et sur l'emploi, et on augmente la charge sur les produits qui viennent de l'extérieur. Oui, ce serait plutôt donc un transfert. En revanche, pour financer la loi sur la dépendance, dont François Fillon a confirmé après Nicolas Sarkozy qu'elle allait voir le jour normalement avant la prochaine présidentielle, il faut trouver 22 milliards. François Fillon a dit que toutes les pistes étaient ouvertes. Laquelle a votre préférence? Et est-ce qu'il y en a une que vous excluez complètement? Il y a une piste qui est l'harmonisation de la CSG entre les personnes qui sont salariées et les personnes qui sont retraitées. Cette différence au profit... Harmonisation qui veut dire augmentation. Au profit des retraités était une situation qui correspondait à une situation antérieure. Aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de salariés sont en situation plus précaire qu'un certain nombre de retraités. Donc le même taux pour tout le monde, ça permet un certain niveau de financement. Ensuite, il y a une réflexion sur... la reprise du patrimoine. Et je crois que c'est une idée qui a déjà été utilisée, c'est-à-dire qu'une personne qui est en situation de dépendance, eh bien, sur l'héritage de ses biens, on prélèvera une partie qui a été utilisée pour accompagner sa fin de vie lorsque la dépendance est liée à la personne âgée. Je crois qu'il faut réfléchir à ces deux pistes. Il y a une troisième piste, qui est la piste familiale. Il est normal aussi que les familles contribuent à l'aide des personnes dépendantes. Volontairement ou obligatoirement? Parce non, qu'il y a aussi cette alternative. Pour ma part, je pense qu'il faut des mesures incitatives, mais pas des mesures obligatoires. J'imagine mal une assurance privée obligatoire. Ça, c'est un impôt. Ça, vous l'excluez? Je pense qu'il faut qu'elle soit, comme nos mutuelles, facultative, mais avec une aide de l'État pour les personnes les plus modestes, et une aide totale pour les personnes totalement démunies.
Vous étiez candidat hier à la présidence du groupe UMP de l'Assemblée. Vous avez été battu par Christian Jacob, qui est un ami de Jean-François Copé. Alors, après l'arrivée de Copé à la tête de l'UMP, est-ce que l'élection de Christian Jacob est un signe de plus de la RPRisation de la majorité? D'abord, Christian Jacob est un garçon qui a d'immenses qualités et pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Ensuite, il y avait une compétition qui était logique puisque c'est une élection, entre différents candidats. Il y en avait 4. Il y en a 2 qui sont arrivés en tête, Christian Jacob et moi-même, et il a gagné au 2e tour. Donc je salue sa victoire. En même temps, je rappelle qu'on est dans une configuration dans laquelle je serai extrêmement vigilant sur le caractère divers de notre majorité. Si on ne tient pas compte de cette diversité, on s'appauvrit. Et si on ne tient pas compte de cette diversité et de cet élargissement nécessaire de la majorité qui ne doit pas se rétrécir à 18 mois des élections, mais au contraire s'élargir, on risque de louper la marche de 2012. Et donc de compromettre l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle je dis bien, veillons à l'autonomie de notre groupe parlementaire, qui ne doit pas être dépendant de Jean-François Copé, qui est aujourd'hui le secrétaire général nommé par Nicolas Sarkozy à la tête du mouvement, et qu'il faut qu'il y ait des ponts, comme Jean-François l'a dit très clairement, mais pas de fusion. Et en même temps, ce groupe parlementaire, il a appris, grâce d'ailleurs à l'impulsion de Jean-François Copé, à avoir une certaine autonomie, mais en même temps une grande loyauté vis-à-vis du gouvernement. L'autonomie, il en est beaucoup question chez vos amis du Parti radical. Jean-Louis Borloo vient d'annoncer qu'il quittait le secrétariat général de l'UMP, et nous avions hier comme invité Laurent Hénard, qui est vice-président du secrétaire général du Parti radical, et qui vous a posé une question. Bah écoutez Laurent. Surtout te demander si, comme on en parle depuis 20 ans maintenant, qu'on appartient tous les deux à ce parti radical, tu ne penses pas que l'heure est venue pour nous de nous affirmer plus, libéraux, modérés, radicaux, centristes, bref, les républicains sociaux. Crois-tu pas que finalement, nous avons, notre destin en main, et la valeur ajoutée qu'on peut faire dans la majorité, c'est à nous de l'apporter. Comment nous vois-tu plus fort dans les mois qui viennent ? La question, elle est à la fois comment tu nous vois dans la majorité. Donc la question que pose Laurent, c'est bien que le Parti radical, il fait partie de cette majorité. Et dans cette majorité, moi je suis à l'UMP, dans un mouvement qui est ma famille politique. À l'UMP et sans intention de la quitter ? Sans intention de la quitter. Je pense que les vieilles chapelles qui ont encore un intérêt, les libéraux, les gaullistes, les chrétiens démocrates, les radicaux, tout ça, c'est des familles anciennes. Elles ont fusionné dans un grand mouvement qui était l'Union pour un mouvement populaire, dont je suis membre fondateur. Donc je sais un petit peu de quoi je parle et je sais pourquoi j'ai fait cette démarche, parce que j'ai bien vu que nous avions la force, plutôt la richesse de la diversité, il nous manquait la force de la cohérence. Aujourd'hui, nous avons la force de la cohérence d'un projet politique. À l'intérieur, que les différentes sensibilités s'expriment, ça me paraît indispensable, je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour autant, je reste dans cette majorité, je reste loyal et fidèle envers le président de la République et envers le gouvernement de François Fillon. Donc que les choses soient claires sur ce point. Comment peut-on être plus fort ? Bien, en exprimant texte par texte, projet après projet, notre contribution. Mais est-ce que c'est pas un peu ambigu de dire qu'on reste à l'UMP tout en refusant toute fonction exécutive, comme vient de le faire le Parti radical ? Non, Jean-Louis Borloo a eu une attitude qui me paraît logique. Il a été en compétition. Il parlait pour lui et pour les autres dirigeants du parti dont vous êtes, et dont aucun il est en compétition avec le Premier ministre actuel. Le président de la République, dont c'est le choix, a choisi François Fillon pour être Premier ministre. Il est normal que Jean-Louis Borloo, c'est sa démarche, quitte le gouvernement pour ne pas être le ministre de celui avec qui il avait été en compétition. Après, il choisit, dans la même cohérence, de ne pas participer aux instances de l'UMP. Moi, je pense que l'UMP, c'est une grande famille. Elle est obligée aujourd'hui de réfléchir à la façon dont elle va faire vivre la diversité et élargir cette famille pour faire gagner Nicolas Sarkozy. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit. Il y a bien une famille radicale, il y a bien une sensibilité républicaine et sociale. Elle existe aussi, je le ferai remarquer, pas uniquement chez les anciens de l'UDF, mais chez les gaullistes sociaux,
avec lequel on a des relations qui sont très étroites et souvent des identités de vue très fortes, eh bien, oui, exprimons-nous à l'intérieur de nos familles politiques, à l'intérieur du Parlement, pour modifier les lois quand elles ne nous conviennent pas ou pour les améliorer. À l'intérieur du parti politique, moi je suis favorable. Si Jean-Louis ne veut pas y aller, je le comprends très bien à titre personnel, mais je suis favorable à ce que le Parti radical continue à être une composante de l'UMP. Alors ça, c'est une dissension par rapport à vos amis, en tout cas. C'est une nuance. Et est-ce que cela veut dire, on a envie de dire, ça serait la suite logique, il ne faut pas de candidature centriste indépendante, enfin autre que celle de François Bayrou, de centristes issus de la majorité en 2012 ? Pardon de reposer la question, qu'est-ce que c'est qu'un centriste? Est-ce que François Bayrou est un centriste? Est-ce que Jean-Louis Borloo est un centriste? Est-ce que Hervé Morin est un centriste? C'est une question qui va nous amener très loin. Est-ce qu'il faut un candidat centriste issu de la majorité? Est-ce que Jean-Louis Borloo doit se présenter? Quand on est candidat à la présidence de la République, on a un projet. Ce projet, forcément, est différent du projet des autres candidats. Si c'est pour dire la même chose avec une nuance, et qu'on joue la même musique, les cuivres de l'UMP, alors à ce moment-là, couvriront toujours la petite musique douce du Parti radical. Donc, est-ce que nous avons une contribution à l'intérieur de la famille? C'est ma théorie. Ou est-ce que nous avons une contribution à l'extérieur de la famille pour être respectés? J'en appelle aux deux, à la raison pour les deux. J'appelle le Parti radical à être un membre actif de cette majorité. J'appelle la majorité à ne pas demander à ce qu'on resserre les rangs, mais au contraire les élargisse, et qu'elle fasse en sorte que toutes les familles politiques aient une expression concrète, visible, et je dirais même dynamique au travers des actes législatifs que nous faisons dans la majorité. Jean Leonetti, merci beaucoup, et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Bonsoir.